Téléspectateurs de Mandé TV, bienvenue sur votre plateau, votre émission Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité, on fait un décryptage de l'actualité de la semaine. On jette nos micros, nos caméras un petit peu partout, nos regards surtout, et on ramène sur ce plateau l'actualité, les sujets qui nous intéressent. On en décrypte ici avec des confrères journalistes ou bien des invités, des spécialistes. Ça dépend de ce qu'on a sous la main aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir encore une fois sur ce plateau Moussa Tembine, il est journaliste chroniqueur à Joliba TV News. Moussa, bonjour. Bonjour Fadima. Ça va? Bien. Ça tient un petit peu Ouais, tout ça doux. va. Oui, ça La va. fin de l'année qui approche, Ouais. on va boucler, on fera sûrement un bilan sur le plan journalistique Oui, aussi. oui, ça mérite vraiment que nous fassions un clin d'œil aussi aujourd'hui au plan, surtout à ce métier de journalisme aujourd'hui que nous exerçons quand même dans toutes les difficultés comme on a Ouais. l'habitude de le dire. Nous sommes dans un pays qui est en guerre où vraiment aujourd'hui traiter de l'information comme il le faut. Il faut être patriote pour ne pas encore être insulté ou vilipendé par ces super patriotes qu'on a l'habitude de le dire. Donc je pense que pour cette fin d'année, il faut qu'on fasse une rétrospective par rapport aussi aux hommes de médias quand même qui occupent les terrains une fois de plus. Je suis ravi encore de trouver mon frère le Dogon Soulo. Je pense qu'aujourd'hui nous allons passer de bons moments. D'accord. Merci beaucoup en tout cas de se rendre disponible à chaque fois pour venir faire un décryptage de l'actualité sur ce plateau. Deuxième sur ce plateau, téléspectateur de Mandé TV. Il s'agit de... Comment il s'appelle? Bourema Soulo. Il faut lire ce que tu as écrit là-bas. Journaliste, blogueur. Soulo, ça va? Ça va, Fadima, ça va? Ça tient? Ça va très bien. Et vous? Très bien aussi. Ça va, sauf que depuis samedi, on était du côté de CCB pour suivre la première session du Conseil des ministres confédéral et le deuxième sommet du Collège des chefs d'État de la Confédération qui s'est achevé le mardi. Donc voilà, à part qu'on a quelques courbatures sur le corps. Ouais. Ça va. Parce qu'il faut être sur le terrain avec tout courir son matériel, gauche à droite, effectivement, à chasser. Exactement. Les commentaires des invités, les impressions. Les coulisses, tout ça. Les coulisses, savoir. Exactement. On anticipe. On anticipe beaucoup Vous avez déjà anticipé sur la présidence par IB, je suppose. Oui, moi j'avais déjà calé ça. J'avais déjà dit que, sauf surprise, c'est IB qui allait prendre la tête. Et, parce que j'avais quand même fait des interventions dans des médias internationaux qui me prenaient en direct. Et voilà, mes analyses avaient été quand même, c'était avéré. C'est vrai qu'au niveau, au niveau des hommes des médias, les hommes des médias avaient déjà bien anticipé ça. Non, mais Fadima, c'était prévisible. Parce que quand vous voyez la composition de la Confédération des chefs d'État, vous avez vu lors de la première session qui s'est tenue à Niamey. Donc, quand vous voyez le déroulement, ça veut dire que c'est le Mali quand même qui est le porteur à la porte. Le Mali a fait d'abord son premier coup d'État. Après, le Burkina l'a rejoint. Et nous avons vu, dès que le Burkina est venu, nous avons le premier soutien, c'était le Mali. Et ensuite, le Burkina et le Mali s'est mis ensemble pour défendre le Niger. Donc, c'était logique. Donc, non, c'était pas gagné d'avance en fait. Parce que quand on voit aussi par ordre de grade, quand même, général d'armée, général d'armée au capitaine. Sans transition, nous allons annoncer nos différents sujets. Téléspectateurs de Mandé TV, vous avez tout de suite compris qu'on aura sur la table le sujet concernant la Confédération AES, Alliance des États du Sahel, et notamment la deuxième session du Collège des chefs d'État qui s'est déroulée à Bamako du 22 au 23 décembre. Deuxième sujet sur ce plateau aujourd'hui, il s'agira de la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat russe-Afrique qui s'est déroulée au Caire en Égypte du 19 au 20 décembre. Voilà. Troisième sujet sur ce plateau, téléspectateurs, la journée internationale des migrants qui s'est déroulée aussi à Bamako, organisée par le ministère de tutelle du 16 au 19 décembre. Voilà, sans transition, comme je l'ai si bien dit, notre premier sujet
À Bamako, on a eu la rencontre des chefs d'État de l'AES sous l'eau. Pour avoir un peu plus de détails là-dessus, vous qui étiez aussi sur le terrain, nous tous, mais bon, Oui. plus vous. Merci. Oui, effectivement, le 22 et 23 décembre 2025, Bamako a abrité le deuxième sommet du Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES. Il s'agit là du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta et le général d'armée Abdourahmane Tiani du Niger. Ces chefs d'État étaient là, mais quand même avec un peu de retard sur le programme parce que comme les Maliens l'ont vu, comme les Maliens l'ont suivi à travers les différents reportages et sur la presse écrite ou même sur la télévision, quand même le 22, comme prévu, IB n'a pas pu faire le déplacement de Ouagadougou. Donc, il y avait des activités prévues ces 22, c'est-à-dire l'inauguration de la télévision AES, qui est située non loin de l'aéroport, et ensuite l'inauguration du nouveau siège du siège même de la Banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES. Donc, vu que le président burkinabé n'a pas pu faire le déplacement, tout avait été remis pour le 23. Donc, c'était une journée marathon qui a débuté depuis les 7 heures du matin avec l'accueil du président Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré, à l'aéroport, et les 3 présidents se sont retrouvés au niveau du site de la télévision AES où ils ont inauguré le bâtiment et donné quelques mots en direct à Chersen, et après ils sont dirigés vers la Banque confédérale, le siège de la Banque confédérale qui se trouve non loin de BDM, en face même de BDM SA, le siège de BDM SA, donc en plein centre-ville de Bamako. Et ensuite, ils sont dirigés vers le CICB, le Centre international de conférence de Bamako, pour la cérémonie d'ouverture où les 3 chefs d'État ont prononcé chacun une allocution. Comme d'habitude, le capitaine Ibrahim Traoré, lui, ne lit pas les discours écrits, il parle avec le cœur, il parle avec sa tête. Donc il a parlé, il a annoncé surtout ce que les gens ont retenu, c'est qu'il a dit l'hiver noir, on vivra un hiver noir, très noir. Parce que lui il aime parler en métaphore, il aime parler en une parole imagée, comme on dit dans le jargon. Et à sa suite, le général d'armée Abdourahmane Tiani a pris la parole pour aussi prononcer son discours qui a duré 10 minutes, durant lesquelles il a quand même accusé et les États sponsors du terrorisme et certains États aussi voisins, sans nommer ces pays voisins, de déstabiliser la Confédération. Et tout naturellement, le président Assimi Goïta, hôte du jour, qui a terminé la série d'interventions, et il a fait le bilan de sa présidence d'une année, et donc globalement à l'entendre parler, le bilan est positif parce que sur les 3 piliers qui ont en quelque sorte motivé la création de la Confédération, mais aussi de l'AES, quand même la sécurité et la défense, le président malien a dit que sur ce volet, aujourd'hui, les terroristes ne sont pas maîtres des lieux. Et sur le volet diplomatique, ils ont dit aujourd'hui l'AES est reconnue en tant qu'une entité sous-régionale et parle d'une seule voix. Et sur le volet qui est dernier, qui est le développement, il a dit que la mise en place de cette banque, la libre circulation des personnes et des biens sont devenues des réalités. Donc, en clôturant son discours, c'était ça. Mais après, quand même, ils se sont retirés pour aller à Koulouba avec les ministres concernés pour poursuivre les activités, parce que voilà, le CCB a servi seulement de cadre pour la cérémonie d'ouverture et de clôture. Les travaux sont déroulés au palais de Koulouba avec tout ce qu'on a vu comme décoration, la découverte de l'air photo au Balafaseke.
Et ensuite, ils sont regagnés le CCB pour faire les discours. Et c'est à l'issue de ça que, comme on le disait à l'entame, le capitaine Ibrahim Traoré a été annoncé comme désigné désormais président de la Confédération. Et donc la passation du témoin a été faite devant l'audience qui a assisté, on a tout vu. Et dans son discours, capitaine Ibrahim Traoré n'a pas annoncé une rupture dans la conduite des priorités de l'AES. Il a quand même rassuré. La feuille de route reste valable et tout. D'accord, on va peut-être voir tout ça. Moussa, entre-temps, ils ont prononcé des discours. C'est vrai que des discours, cette particularité de IB, on le sait, hein, il n'est pas toujours avec une lecture plongeant devant lui pour dire ce qu'il pense. Hein. Il le dit clairement. Mais en substance, qu'est-ce qu'on retient de ces différents discours? Vous savez, déjà, puisque vous avez un reporter qui était sur le terrain, qui a narré les faits, déjà, parce que globalement, a déjà planté le décor de la journée. Mais vous savez, peut-être nous qui n'avons pas eu peut-être la chance aujourd'hui d'aller peut-être sur le terrain, et aller faire ces reportages. Mais il est lieu quand même de saluer Fadima cette fois-ci, l'effort de l'équipe de communication peut-être de la primature qui est la Sigma, parce que nous n'avons pas l'habitude de voir ces genres d'activités où la presse vraiment est mis vraiment dans ses droits comme il le faut. Donc vraiment peut-être ce jeune qui est venu là, il a d'autres ambitions peut-être de faire rayonner encore la presse, parce que la presse, elle a toute sa place dans la communication gouvernementale, comme nous l'avons dit, même si ça trouve qu'aujourd'hui d'autres confrères peut-être ne sont pas satisfaits peut-être du déroulé, comme nul n'est parfait. Donc cet effort, il faut le saluer. Maintenant, de deux, c'est vrai que quand vous voyez vraiment ce qui s'est passé à moins de 24 heures, comme nous avons dit, parce qu'il vient de le dire, le président du Faso, le capitaine IB, était entendu pour mener deux activités majeures qui étaient l'inauguration de la banque et de la télé AS. Donc, par finir son avion, on n'a pas pu effectuer le départ de Burkina au Mali. Il y a eu beaucoup de spéculations parce que les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'est pas venu. Mais par finir, le 23, il était là, donc ils ont mené ces deux activités. Mais dans les discours, ce que je retiens, moi je peux retenir, parce que nous pouvons dire la vedette même de ce sommet-là, où les gens qui attendaient, c'était IB, qui était plus attendu, parce que chacun sait comment il s'exprime. C'est quelqu'un qui s'exprime sans langue de bois, il ne tourne pas autour de la cuillère, il ne fait pas de discours. Donc il parle avec le cœur, il parle de ce qu'il a, de ce qu'il veut faire. Et quand vous voyez dans les discours vers la fin, Soulou l'a dit, peut-être il y a un paragraphe où Soulou a sauté, il a dit de faire en sorte, il exhorte au ministre de travailler, qu'il demande maintenant, lui et ses pairs, de faire en sorte que, à la finalité, que ces trois pays aillent vers une fédération. Là, on ne parle plus de confédération, mais c'est de travail pour que ces trois pays-là se fédèrent pour se constituer en une fédération. Ça, c'est un point. Et puis, le deuxième point aussi, où vraiment Soulou en a évoqué par rapport au discours, quand vous voyez le discours d'IB, vous comprenez déjà, c'est quelqu'un qui veut déjà aller au contact, c'est quelqu'un qui veut aller vite, parce que là, il a exhorté à ceux qui travaillent pour le peuple et qui sont là et que l'aspiration du peuple est attendue. Et là, les gens s'attendaient aussi à une rupture avec la monnaie, et qui n'a pas été évoquée. Parce que pour beaucoup de personnes, avec la création de la banque de développement et de l'AIS, peut-être on allait aller vers une rupture, parce que beaucoup s'attendaient peut-être même à l'albinos, le truc de l'albinos noir, peut-être c'était ça, c'était la rupture avec la monnaie, la création de la monnaie unique, ce qui n'a pas été fait. Et de deux encore, quand vous voyez le discours aussi énoncé par le ministre des Affaires étrangères, il a parlé aussi de la modalité de séparation entre la CEDEAO et l'AIS. Donc ça veut dire que dans les coulisses, les négociations sont en train de se faire de façon que, parce qu'ils ont dit qu'ils vont tenir compte du bonheur des peuples, parce que là, les peuples sont déjà, les peuples de tous ces pays-là, du Mali comme de l'AES comme de la CEDEAO, maintenant comment négocier pour que ces peuples-là, cette intégration-là puisse rester. Donc ça, ce sont des décisions phares, peut-être beaucoup n'ont pas pensé, mais ce sont des choses que moi, ça m'a beaucoup tiré, parce que beaucoup s'attendaient aujourd'hui tout de suite à aller dire, bon, faire le divorce avec la CEDEAO, maintenant quelles sont les modalités, mais je pense que là, ils ont dit qu'ils vont tenir compte du bonheur vraiment des populations pour que cette rupture-là vraiment ne joue pas sur la population. Et là, le président, en sortant, et Soulou l'a dit, c'est vrai, le bilan a été exposé, la création du logo qui était là, qui est dans le bilan. Après, on a parlé de la création de la télé AIS qui va porter désormais le narratif sahélien, comme ils l'ont dit, avec la radio au Burkina et la presse écrite à Niamey. Après ça, il y a la force unifiée
de l'AIS, dont le président déjà a donné l'étendard au niveau de l'aéroport, pas de le samedi, et avec un commandement malien, certain Traoré là, Daouda Traoré. Donc je pense que le bilan est plus que élogieux, mais comme ils l'ont dit, les triptyques sont là, et IB se lance dans ce même volet-là. C'est juste une continuité. Il a dit qu'il va s'appuyer sur ses pairs pour pouvoir vraiment arriver à bon port. Et là, dans le discours aussi, il y a des passages où je me suis dit, parce qu'il a dit, il dit qu'il prend la tête de l'AIS avec humilité et après plusieurs interpellations. Et là où moi je me suis demandé, bon, il prend avec humilité, avec interpellation, est-ce que c'est là aussi où on se pose la question, est-ce que, bon, par fini, vu que Tchani est le plus âgé quand même en tranche d'âge, est-ce qu'ils auraient voulu que Tchani prenne peut-être la tête, et puis peut-être Tchani se dit, bon, est-ce qu'on ne va pas faire dérouler les choses comme il le faut, nous sommes les derniers à vous rejoindre, donc il faut passer le flambeau, et nous allons reprendre après, parce qu'il a dit, il prend ça avec humilité, il sait qu'il y a beaucoup de tâches qui les attendent. Et l'hiver noir dont il annonce, c'est ça, il dit, bon, les gens cherchent coûte et coûte à déstabiliser les États de l'AIS, mais il faut que les peuples s'apprêtent vraiment à affronter cette tempête-là. Donc je pense que, comme nous avons l'habitude de le dire, hein, c'est quelqu'un qui parle sans langue de bois, et une fois de plus, il en a lâché les flèches, et c'était quand même la vedette de ce sommet-là, et nous attendons voir maintenant, peut-être dans les prochains jours, quels seront vraiment les éléments qui seront mis en avant encore pour avancer encore l'AIS, comme il vient de le dire. C'est vrai, c'est une entité qui est là, elle doit être reconnue d'abord au niveau des instances internationales, et il a dit aussi, il faut que les ministres les ministres de commerce et trucs puissent bouger pour que le développement de l'AIS aussi, c'est-à-dire à travers sur le marché international, comment nous pouvons rayonner. Et il a exhorté au ministre vraiment de travailler dans ce sens-là pour que le développement de l'AIS soit vraiment un fait pour le bonheur des populations. D'accord. Au vu de présentation du bilan de ces 1 an de l'AIS, il y a eu quand même, lors des discours, des annonces assez fortes. L'annonce notamment sur la centrale d'achat des produits de première nécessité, aussi pour une compagnie aérienne dans les mois qui vont venir. Et chemin de fer, autoroute, c'est quand même des travaux, des chantiers énormes qui sont annoncés. Oui, en perspective, en fait, c'est ça que le président de la transition, dans son discours de clôture, a annoncé comme perspective. Il y a, comme vous l'avez dit, la centrale d'achat qui va être mise en place. Il y a une compagnie aérienne, une voie ferrée qui va relier les 3 capitales. Il y a aussi une autoroute qui est prévue pour relier les mêmes capitales, Bamako, Niamey et Ouagadougou. Donc, effectivement, ce sont des perspectives qui sont des gros chantiers pour IB, mais d'ores et déjà dans son discours du nouveau président de la Confédération, il a annoncé le ton en disant que peut-être l'AIS va se retirer aussi d'autres organisations inutiles. Donc, quelles sont ces organisations inutiles auxquelles à votre avis, quelles sont ces organisations? Bon, aujourd'hui quand même, je ne sais pas, le Mali n'a pas sa place, je ne sais pas. L'Union africaine, l'Union africaine, effectivement, le Mali, le Niger, le Burkina n'ont pas, à cause de coup d'État, ne sont pas officiellement représentés dans cette instance. Et la Cour internationale de justice aussi, parce qu'ils ont beaucoup décrié quand même du fait que la France utilise la justice pour attaquer le Niger sur le cas Iranium, parce que vous vous souvenez quand même que la France a ouvert une enquête pour vol en bande organisée, parce que paraît-il que l'Iranium qui appartiendrait à Orano a disparu à Niamey. Donc peut-être que la Cour internationale, ils ont déjà quitté la Cour pénale internationale, peut-être ils vont quitter aussi la Cour internationale de justice, qui ne sont pas 2 entités pareilles, ils ont 2 entités différentes. Ou je ne suis pas en train de dire qu'ils vont le faire, mais quand même, quand on nous parle des organisations inutiles, exactement, où ces organisations vont se dire, tiens, peut-être il faut se préparer, les prochaines sorties seront peut-être nous. Bon, tout compte fait, ce sont des annonces qu'il a faites, mais quand même, ce n'est pas pour le bonheur de l'AIS, parce qu'on ne peut pas aussi vivre en autarcie,
ou réinventer, comme on dit, la roue, voulant créer un modèle et que les gens viendront vous rejoindre alors que vous avez quitté ces entités créées avec vous-même. Donc ça va être difficile. Mais aussi, comme Moussa l'a dit, ce sommet a été sanctionné par un communiqué final qui a été lu par le ministre des Affaires étrangères, effectivement, et les présidents ont chargé quand même les ministres sectoriels relatifs à la défense, à la sécurité, à la diplomatie ou au développement, par exemple, de l'économie, des finances, du commerce, entre autres, même de la justice, de travailler pour réaliser ces chantiers-là dont on parle. Donc aujourd'hui, avec ce sommet qui a été attendu, comme Moussa l'a dit, le bémol a été quand même la non-venue de IB le premier jour. Tout le monde l'attendait. Il était quand même, quand on revenait avec le convoi présidentiel le premier jour, parce que quand Tchani est arrivé, les deux présidents l'attendaient. Ils l'ont entendu pour 2 bonnes heures à l'aéroport. D'accord. Revenons au discours un petit peu par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand on voit ces annonces de ces chantiers centrales et tout ça, et qu'aujourd'hui le Mali a restreint sa liste de partenaires. On sait très bien que l'Europe, notamment la France, était un pays qui injectait un petit peu des sous, approuvé ou pas, contesté ou pas à l'aide publique au développement. Mais ce qui est quand même intéressant dans ces discours qui ont été prononcés, c'est notamment le prélèvement de confédérales. Voilà, les taxes confédérales à hauteur de 0,5% sur les marchandises, notamment qui vont rentrer sur le territoire. Oui, c'est ça, je me disais, quel est le mécanisme. Mais c'est vrai aussi qu'on peut se poser la question en période où on a quand même une crise économique qui sévit. Oui, vous savez, Fadima, cette préservation-là, est-ce que les dirigeants aujourd'hui pensent à cette crise dont le Mali, mais je me demande parfois, est-ce que la crise dont le Mali souffre, est-ce que le Burkina souffre de cette même crise? Est-ce que le Niger aussi souffre de cette même crise? Parce que quand vous prenez la crise énergétique aujourd'hui, le Mali en souffre, mais est-ce que le Burkina aujourd'hui souffre de cette crise? Est-ce qu'aujourd'hui le Niger souffre de cette crise? Quand vous prenez la crise sur le carburant, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui le Burkina et le Niger aussi souffrent sur cette question de carburant? Non. Bon, maintenant, comme on a l'habitude de le dire, parce que malgré que nous souffrons de cette crise, malgré que nous avons l'électricité, malgré que nous avons crié sur tous les toits, ça n'a pas empêché nos gouvernements de prélever sur nos transferts de crédits de notre monnaie. Donc ça veut dire que c'est un mécanisme qui est là. Et quand vous voyez le discours, puisque vous voulez dire, Ibé l'a dit, il dit en tant que nouveau président de la Confédération, il dit que nous pouvons compter que sur nous-mêmes et que tout ce que nous devons faire désormais, c'est de compter sur nos propres forces. Et c'est sur ça qui peut nous envoyer vers la vraie indépendance. Donc je pense que aujourd'hui, en annonçant ces sentiers-là, je pense que déjà, comme ils l'ont dit, les services techniques, les ministères ont réfléchi sur ces questions, les ministres des Finances ont déjà réfléchi sur ces questions. Peut-être ils auront quand même les mécanismes pour avoir quand même ces sous, puisque ces 3 pays réunis quand même ont des ressources. Le Mali qui brille avec de l'or et du coton, comme le Burkina aussi qui brille aujourd'hui avec de l'or et du coton, le Niger comme sous le vient avec l'UNRM. Donc ça veut dire que ces pays-là ont des potentialités donc qui peuvent user vraiment pour peut-être faire avancer ces grands chantiers-là, puisque ces 3 États, donc ces 3 États, chacun a sa ressource, chacun a sa potentialité, donc s'ils se mettent ensemble, comme le président du Faso l'a dit, quand vous écoutez les 12, ça veut dire que tous ces chantiers-là, ils comptent sur les propres fonds qui seront alloués par ces 3 États-là. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, ils ne comptent pas sur des fonds d'autrui pour pouvoir développer. Donc ça veut dire qu'ils ont un mécanisme, ils ont réfléchi. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, pour moi, ils ont ce mécanisme-là qui peut leur permettre vraiment de mettre ces chantiers-là. Donc c'est ce qui me fait penser aussi à voir que, si vous voyez même dernièrement, tous ces équipements qui rentrent dans ces pays-là, quand vous voyez, ce sont des grands équipements qui permettent de faire le BTP. C'est des machines, c'est des tracteurs, c'est des bulldozers. Donc ça veut dire qu'ils commencent encore à acheter des équipements qui permettent de faire le BTP. Donc ça veut dire que tout ça, c'est réfléchi. Et dans les jours à venir, ces équipements-là aussi, puisque ces 3 pays-là sont dans la même dynamique, peut-être les génies civils, comme on l'a l'habitude, ils vont se mettre ensemble maintenant. Nos routes seront faites par nos propres ingénieurs. Donc, et aussi, il ne faut pas oublier la banque d'investissement.
important. Quand voilà, même, qui a un capital d'à peu près 500 milliards et quelques. Donc, ça veut dire qu'ils ont annoncé que chaque année aussi, ces 3 États mettront 10 milliards encore dans la caisse comme soutien. Et là, IB l'a dit, là, ils appellent aussi encore à ces dirigeants de ces banques-là de pouvoir vraiment sortir, de chercher encore comment faire avancer la banque et chercher des trucs, des plans de développement pour que vraiment le développement de ces 3 pays-là soit une réalité. Soulo, est-ce que vous pensez qu'à ce stade, quand même, la crédibilité de l'AES, la confédération AES, est encore à faire? Bon, la crédibilité, oui, parce que vous savez quand même que le monde est dirigé par un idéal. L'idéal, le principe, c'est le principe démocratique. Il faut être au pouvoir par les urnes et non par les armes. Donc déjà, à ce niveau, il y a crise de confiance entre les bailleurs ou les potentiels investisseurs et les dirigeants. Donc il faut un pays quand même fonctionne avec des investissements. Et ces investissements, très généralement, vous avez des investisseurs étrangers ou même de la diaspora. Et aujourd'hui, même ici les patriotes, quel homme d'affaires qui va se dire il est patriote, il est aux États-Unis, il est en France et il est prêt à investir au Mali, au Burkina ou au Niger, parce que tout simplement le climat, il y a une incertitude politique qui est là, il y a une instabilité politique qui est là avec tout ce qui va avec. Donc cette confiance de l'AES, on doit encore le travailler, le forcer, parce que tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, il faut avoir quand même un programme. Aujourd'hui, si ce n'est pas le programme que ces 3 présidents ont aujourd'hui principalement, c'est vraiment des programmes, oui, qui sont dignes quand on écoute certains de leurs soutiens, mais est-ce que nous qui sommes des observateurs de la scène politique ou même publique, quand on regarde, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui, on doit continuer avec les réalités de 2020, nous sommes en 2025, on va vers 2026, est-ce qu'il faut toujours continuer avec les mêmes réalités de 2020? Parce que quand ils venaient au pouvoir entre 2020, 2021 et 2022, vous savez, ce sont des réalités et aujourd'hui, la géopolitique, le monde même change chaque année. Donc nous, alors que nous, on est là à dire à un pays, chaque fois, on accuse les autres. Donc c'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, cette confiance entre... Parce que même la banque d'investissement, Moussa l'a dit, aller chercher de l'argent. Pour aller chercher de l'argent, il faut des investisseurs. Des investisseurs, quel investisseur, comme je venais tantôt, va venir? Donc la confiance est vraiment... Moi, quand on me demande aujourd'hui, c'est aller vers les élections, même si c'est Tchani qui va être président, même si c'est Ibé qui va être président, même si c'est Assimi qui va être président, là, les gens sauront que oui, ce sont des Maliens qui vous ont choisi par les urnes et non vous êtes imposés parce que les circonstances l'ont fait. Donc, comme est en train de faire le Guinéen ou Olingi Guéma du Gabon ou même le Tchadien, donc il faut organiser les élections et là, vous allez avoir la confiance des investisseurs pour le bonheur de vos populations. Sinon, aujourd'hui, vous avez parlé de le prélèvement confédéral. Les populations sont quand même très, très, aujourd'hui, on peut dire même meurtries, que ce soit côté sécurité, mais même côté inflation. Aujourd'hui, on ne prélève toute transaction monétaire, on ne prélève quelque chose, et le prélèvement, si on prélève sur les marchandises, ça va avoir quand même une répercussion sur l'achat. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, nos porte-monnaies peuvent supporter ces prélèvements-là? Donc, il y a toutes ces questions qu'il faut en moment débattre pour voir est-ce que la banque qui n'est pas encore opérationnelle, c'est juste l'inauguration qui a été faite, elle n'est pas opérationnelle, comment elle sera viable? En fait, il va falloir voir comment tout ça, la mise en action réellement de tout ça. Mais au vu de tout ce que vous venez de dire, pour la suite, c'est vrai, Assimi n'est plus à la tête de l'AES, mais bon, il est toujours, en tout cas, très actif là-dedans. IB prend les rênes de l'AES. Quel enjeu aujourd'hui, au vu de ce qu'on a sous les yeux pour la suite de l'AES? Non, je pense que même par rapport à la banque, quand Souleté n'est pas opérationnel, déjà les dirigeants de la banque sont déjà désignés, et puis déjà les fonds
comme annoncé, sont déjà disponibles. Donc, je pense que le ministre des Finances l'a dit lors de l'arrivée de ces deux présidents-là, que juste après le sommet, il suffit de réunir les éléments de la banque pour le premier conseil des dirigeants de la banque et puis voir comment gérer. Donc, je pense que ça, c'est... Et puis, moi, je pense que ces débats-là, on en a dépassé. Les débats de légalité, les débats de légalité et de trucs-là, je pense que ces débats, nous avons déjà dépassé ça. Et peut-être on peut dire que devant la juridiction, ils ne sont pas peut-être sur les textes, oui, mais la légalité, non, j'arrive la légalité, oui, non, je sais que je dis, on peut en passer parce que déjà, vous savez, la crédibilité va dépendre, comme Ibé l'a dit, c'est au niveau de la diplomatie. Je pense là. Est-ce qu'elle est encore à faire? Oui, c'est ce que je dis. Oui, elle est à faire. Bon, elle est à faire parce qu'aujourd'hui, il faut que la diplomatie, comme ils l'ont dit, de ces trois pays-là puisse s'activer pour pouvoir encore convaincre les partenaires pour montrer que aujourd'hui l'espace est un espace sûr où ils peuvent investir sans problème. Mais là aussi où je reviens sur un peu, parce qu'aujourd'hui, avec cette question d'insécurité, cette question de terrorisme qui est là, et comme on le dit, l'argent n'aime pas le bruit. Et bon, quand vous voyez aujourd'hui ces terroristes-là qui menacent, ou c'est des médias, comme on le dit, on veut contrer les narratifs occidentaux aujourd'hui qui portent, chaque fois aujourd'hui c'est le Burkina qui veut, ou c'est le Mali qui veut tomber. Donc, ce qui fait que les investisseurs aussi ont peur, mais même aujourd'hui au Mali, nous le savons, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui du Maliens sont en train d'investir dans les pays voisins, nous le savons. Maintenant, c'est ce travail-là qu'il faut faire pour pouvoir rassurer les partenaires, pour dire, bon voilà, les investissements que vous voulez faire dans notre pays, ils seront sécurisés et vous êtes sûr quand même de pouvoir avoir ce que vous cherchez. Donc, jusqu'à présent, je pense qu'aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays-là doivent vraiment mener une diplomatie, comme on le dit. Nous avons l'habitude de le dire, ils mènent une diplomatie offensive, mais parfois, il faut que des fois, on a l'habitude de dire, un diplomate, c'est celui qui peut rassurer, c'est celui qui peut faire le jeu. Mais par contre, c'est vrai, les critiques qui sont là, nous avons mené une diplomatie offensive, c'était juste chaque fois, là où nous devons pouvoir rassurer, c'est là où nous sommes toujours au créneau et en train de donner des coups. Donc je pense que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, il est temps que vraiment, et c'est vrai, on s'est fait entendre, les pays, comme on dit, nous respectent aujourd'hui, nous avons nos mots à dire. Maintenant, c'est maintenant à la diplomatie de travailler, de faire en sorte que vraiment les investisseurs là puissent avoir confiance à ces trois pays-là pour que vraiment ils puissent venir investir. Non, mais quand vous voyez même sur le plan diplomatique aujourd'hui, quand vous prenez même ces trois pays, vous verrez que parfois peut-être le Mali n'est pas en bon entente avec un de ses voisins, mais vous verrez que l'autre pays n'a pas de problème. Et je pense que cette question a été même posée une fois au président burkinabé lors de son interview, quand les différents chefs d'état-major sont allés à Lomé pour la réunion, quand le journaliste l'a demandé mais pourquoi le Mali et le Burkina n'y étaient pas, alors que le Niger était, il a dit mais ils sont dans un état confédéral où chaque pays prend cette décision, où chaque pays est souverain de prendre cette décision. Le Burkina peut ne pas participer, mais si le Mali veut participer, qu'il a son intérêt, il peut y aller. Donc je pense qu'il y a tout ça. Donc il est temps vraiment d'harmoniser tout ça pour que vraiment ces trois pays-là puissent convaincre sur le plan international pour que les investisseurs, comme vous l'avez dit, le Mali, l'aide au développement est coupée depuis déjà 2020 ou 2021. Donc ce qui fait que vraiment, même sur les caisses de l'État, ça répercute parce que nous sommes obligés de compenser ces déficits-là sur le dos du peuple. Et ce peuple est jusqu'à présent maîtrisé, comme je l'ai dit. Donc il faut que c'est la diplomatie maintenant. Il doit faire son travail pour que les partenaires puissent avoir vraiment cette confiance-là pour pouvoir venir investir. Dans ce cas, quel enjeu vous voyez pour la suite de la Confédération AES? Quel enjeu? Vous pensez que ça va vraiment changer ou pas grand changement? Oui, je pense que, vous savez, déjà, comme on l'a dit, c'est une année. Déjà, une année, ça veut dire que pendant ces une année déjà de règne, ça veut dire que ces techniciens, ces ministres, ces différents ministres, ceux qui sont au four et au moulin, donc ils vont évaluer les enjeux, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment cette confédération-là puisse aller vite. Comme le président Ibé l'a dit, les peuples sont en attente. Parce que pour les peuples, il faut aller tout de suite, il faut avoir les résultats. Donc maintenant, c'est aux techniciens, ceux qui sont au four et au moulin, c'est à eux maintenant d'œuvrer, de voir maintenant parfois. Parce que vous savez, quand on est diplomate, on est conseiller parfois, c'est-à-dire les chefs d'État peut-être ont des orientations, mais parfois c'est à eux aussi de conseiller à ces chefs d'État-là pour leur montrer que vraiment vous voulez qu'on aille sur ce plan-là, vous voulez qu'on aille comme ça. Mais là, il faut que nous empruntons ces chemins-là pour pouvoir atteindre l'objectif que nous avons. Parfois, oui, les chefs d'État décident, mais eux aussi, ils ont leur mot à dire. Mais s'il faut rester toujours derrière ce que le chef dit,
Et en Afrique, c'est ça le problème. Et là, je pense que nous aurons beaucoup de chemin à faire jusqu'à présent. Au vu du bilan qu'on a un petit peu sorti, c'est vrai qu'on voit plus le bilan sur le plan défense, sécurité, diplomatie, ils parlent d'une même voix. Hein. Maintenant, les trois pays, devant toutes les instances, parlent d'une même voix. Sur le plan économique, voilà, ça a été plus focalisé sur la banque d'investissement, mais en tant que tel, voilà, la question que j'ai envie de poser, est-ce que la Confédération ARS répond aux attentes des populations à ce stade? Bon, population, comme on a une multitude de populations, les populations qui les soutiennent, oui. Aujourd'hui, quelqu'un qui soutient Assimi ou IB ou Tchani, vous dites AS n'est pas la solution, il va vous trouver, il va vous dire que oui, parce que vous êtes Fadjou Ndjougou. Donc, ça c'est un fait parce qu'on est aussi dans un espace où on n'est pas certain, ou on n'est même pas d'accord sur le mot population. Donc population, c'est qui? Est-ce que c'est ceux-là qui de manière globale, qui font bruit? On va penser de manière voilà, globale, de manière globale. Du Mali, de Niger, de Burkina, dans l'ensemble. Est-ce que aujourd'hui, ce que l'AES propose répond réellement aux préoccupations? Hein. Bon, les préoccupations des moi, de mon point de vue journalistique, oui. Si c'est mon point de vue journalistique, moi je dirais l'AIS en tant que tel, c'est un bébé. Elle n'a pas encore l'âge de proposer quelque chose de grand, comme on le sait. IB l'a bien compris. Il y a une grande entente vis-à-vis de cette organisation, donc il faut aller vite. Mais aujourd'hui, quand même, depuis la mise en place de l'AIS le 6 juillet en 2023 et l'institution en confédération depuis le 6 juillet 2024, quand même, sur le plan sécuritaire et économique, on a vu que vraiment on est en train de dégringoler au lieu d'avancer parce que quand même, aujourd'hui, côté carburant, on est en train de voir ça, que ce soit côté consommateur ou côté opérateur. Opérateur, on voit que c'est vraiment catastrophique pour le Mali. Donc oui, les autres pays ont soutenu le Mali, mais à un niveau très insignifiant vis-à-vis du besoin des Maliens sur ce sujet-là. Donc, on a une grande attente vis-à-vis de cette organisation. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle répond vraiment. C'est un outil qui est appelé à grandir. Il l'a dit hier, il faut mettre sur cette question économique une autosuffisance alimentaire de l'espace. Et là, depuis Ouagadougou ou Burkina Faso, on est en train de voir que IB est vraiment impliqué personnellement dans tout ce qui est agriculture. Et au Mali, si on amène ces volets agriculture, si aujourd'hui on a les prix de toutes les denrées alimentaires grimpent en flèche, parce que tout simplement ça ne va pas. Donc il y a l'inflation, donc j'avais parlé de l'inflation, donc c'est ça en fait. Donc aujourd'hui, pour contrer ces inflations, côté économiquement parlant, que les Maliens sachent que le prix de sac de 25 kg ou de 50 kg de riz va diminuer, il faut que le Mali produise abondamment pour absorber tous les marchés, pour fournir tous les marchés. Si ce n'est pas le cas, vraiment si on continue à importer, et de l'autre côté, vu que les conjonctures font que économiquement parlant, on n'a pas d'argent, et tout l'argent qu'on a, soit on est en train de chercher de l'électricité, on met dans l'électricité, soit on est en train de chercher du carburant, on met dans le carburant, et au finish, il y a quand même quelques besoins qui sont laissés pour compte. Donc à ce niveau, l'AIS pour l'instant ne répond pas aux besoins de la population, mais comme je dis, ce n'est qu'un bébé. Peut-être dans les prochaines années ou avec la présidence burkinabé, on va voir une amélioration. D'accord, Soulo. Moussa, aussi, vous avez la même approche ou une approche un petit peu contraire? Vous savez, la perception, moi j'ai peut-être une approche contraire peut-être à ce que Soulo dit. Oui, on peut dire qu'aujourd'hui, il vient de le dire, la SMBB, c'est quelque chose qui est né il y a seulement qu'une année. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'est-ce qui a amené ces trois pays-là vraiment à se retrouver. Ça, c'était la question sécuritaire où nous nous trouvons. Et je me rappelle très bien, en ce temps, quand on créait quand ils avaient commencé cette affaire de AIS,
Ça a d'abord commencé par le Burkina et le Mali, ici avec deux anciens premiers ministres aujourd'hui qui ne sont pas dans le gouvernement, qui est l'ancien premier ministre Apollinaire du Burkina Faso et l'ancien premier ministre Dr Choguel Maïga. Ce sont eux qui ont commencé cette histoire de l'AIS là, d'abord au Mali, ensuite au Burkina, ils sont allés finaliser ça au Niger. Donc je pense que c'était d'abord sur l'aspect militaire d'abord, on devait se retrouver d'abord sur la... Parce que quand vous prenez ces trois pays-là, c'est vrai, nous trouvons sur certains points, mais il y a des points de divergence. Ce qui vit le Burkinabé n'est pas forcément ce qui vit le Malien. Bon, la question de Fadima était... Oui, j'arrive. Non, j'arrive. Côté économique, j'arrive. Côté économique, j'arrive. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc maintenant, quand vous prenez ça, est-ce que sur le côté économique aussi, est-ce que le Mali et le Burkina vivent la même chose? Est-ce que le Niger vit la même chose que le Mali et le Burkina? Maintenant, comment harmoniser et tout ça et avoir un marché commun, comme on le dit? Vous venez tout juste de le dire, Ibé. Aujourd'hui, sur le plan de l'autosuffisance alimentaire, depuis qu'il a quitté la Russie, il a dit qu'ils ne sont pas des chefs d'État qui viennent chercher quand même de l'aide et par rapport au blé. Et il dit qu'il pense que lors du prochain sommet, il ne serait pas ici pour commander du blé. Et dès qu'il est rentré, il en a fait son cheval de bataille, où il a acheté des intrants agricoles, comme tu l'avais, des machines, tout ça. Aujourd'hui, le Burkina est en train de produire de l'ananas. Voilà, donc ça veut dire que chaque pays, chaque président a sa vision. Aujourd'hui, moi je me demande, est-ce qu'aujourd'hui le Mali où nous sommes, nous devons parler même de l'inflation du riz ou importer du riz, tandis que nous avons l'office du Niger qui peut alimenter toute la sous-région. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, peut-être sur ce point, nos dirigeants ne sont pas penchés là-dessus. Donc je pense que sur le plan économique, le peuple, elle est résiliente, parce que même si elle ne veut pas, comme tu l'as dit, c'est vrai, aujourd'hui il y a de ces choses, je l'ai dit à l'entame, il y a des patriotes 2.0 qui se disent plus patriotes que d'autres Maliens. Je ne suis pas d'accord avec toi, ne me fais pas d'un apatride. Je peux avoir ma vision des choses comme le mien. Donc cela ne m'empêche pas de dire, je ne suis pas d'accord avec ce que les dirigeants font, mais cela ne me fait pas un apatride. Et aujourd'hui nous sommes dans un espace où la France la France partie de la population se retrouve dans les idéaux de ces dirigeants-là. Parce que c'est ce qu'on nous a inculqué. On nous a inculqué que pour avoir la souveraineté, il faut souffrir. Et que pour que nous puissions être souverains et pour que tout ce que nous avons, comme économiquement, défense, tout ça, il faut que nous arrivions à souffrir parce que pour eux, l'impérialisme est là. Donc, ils vont serrer les taux, ils vont fermer les robinets. Donc, il faut la résilience. Et ce peuple-là a accepté aujourd'hui cette résilience. La France, comme il a dit, il y a une franche population aujourd'hui qui a accepté cette résilience-là. Pourquoi je l'ai dit? Parce que lui, sous l'eau, il le sait, comme moi. Et à un moment donné, au temps d'Ibeka, il suffit seulement 1 heure de courant. Ils avaient leur éventail ici, qu'ils ont créé des mouvements FIFA là, ici. Mais est-ce qu'aujourd'hui, qui en parle? Aujourd'hui, on en a même oublié ce problème de l'électricité. Aujourd'hui, on parle du carburant. Pourquoi? Parce que la population a accepté aujourd'hui d'encaisser. Et ça, tu ne peux même pas en parler. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, nous sommes en train de faire ça après cette diffusion. Vous verrez des gens qui vont commencer à nous insulter. Parce que ça a été inculqué que, bon, pour être souverain, il faut accepter cette résilience-là. Et au moment où on nous dit d'être résilient, au moment où on nous dit de serrer les ceintures, au moment où on nous dit d'attacher nos ceintures au sommet de l'État, c'est le contraire que nous voyons. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, ces peuples-là se retrouvent dans ça, mais ça dépend, comme il a dit. Aujourd'hui, le Burkinabé, peut-être, eux, ils sont fiers dans ça, parce que quand vous prenez aujourd'hui le sac de maïs dans certaines zones du Burkina, ça drastiquement descend, le coût a chuté. Parce que j'ai appris, il y a des endroits où c'est avec 10 000 francs, vous pouvez avoir un sac de maïs, ouais. Et dans le temps, ce n'était pas possible. Donc, ça veut dire que cette autosuffisance alimentaire, comme il a dit, c'était le cheval de bataille parce qu'aucun peuple ne peut être souverain quand elle a faim. Donc, pour être souverain, il faut que le ventre soit plein. Donc, ça veut dire que la réponse aux attentes des populations, à votre niveau, c'est mitigé. C'est mitigé. C'est mitigé, tout simplement. D'accord, messieurs. Bien entendu, alors. Voilà, la session, elle est terminée. On attend la prochaine session pour l'année prochaine. Entre-temps, on va voir... J'espère que peut-être la prochaine session, Soulo va t'embarquer pour Ouaga. Pour Ouaga. on verra ça. Deuxième sujet, deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat russe-Afrique qui s'est déroulée 19-20 au Caire en Égypte. Voilà, pour une première en Afrique. Soulo,
Oui, effectivement, pour cette fois-ci, l'Afrique peut se faire respecter en attirant la Russie vers l'Afrique et en organisant ce deuxième forum ministériel de la conférence ministérielle de partenariat russo-africain. Donc, comme vous l'avez dit, il était question quand même c'est la deuxième fois. La première fois, c'est déroulé à Saint-Pétersbourg. En Russie en 2024. Ça a été très bien, très contesté. Hein, voilà. Donc, on dit. Exactement. Donc aujourd'hui, est-ce que ces rencontres, est-ce que ça avance l'Afrique au-delà de la symbolique diplomatique qui est la position des ministres? Normalement, les délégations sont dirigées par les ministres des Affaires étrangères, mais pour le cas du Mali, comme ça a coïncidé avec les préparatifs du sommet, c'est le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a d'ailleurs signé un traité avec la Russie, traité de reconnaissance de nos diplômes, professeur Ibrahima Kansin qui a dirigé la délégation malienne. Donc aujourd'hui, au-delà de tenir toutes ces rencontres avec que ce soit la Russie, le Japon ou la Chine, ce que nous devrons savoir, on nous promet chaque fois lors de ces forats que oui, on va donner tant de milliards à l'Afrique. Très souvent, quand on dit tant de milliards à l'Afrique c'est 54 pays. 54 pays. Et quand on dit 200 milliards, 300 milliards, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Et aujourd'hui, avec la Russie, quel est le résultat du premier forum? Parce que normalement, on devait faire un état de lieu et le bilan du premier forum. Est-ce que toutes les promesses ont été tenues? Est-ce que le Mali a eu son compte? Comme la Russie est aujourd'hui classée parmi les partenaires sincères, c'est souvent aussi ça aussi le bémol des partenariats gagnant-gagnant. Parce que peut-être que celui qui organise aujourd'hui la Russie a besoin d'être ces forums, ça sert beaucoup plus à la Russie qu'aux pays africains. Parce qu'il faut dire que la Russie sur le plan international, si ce n'est pas l'Afrique, et la Chine ou les États-Unis, en Europe quand même, dans son siège traditionnel, la Russie est isolée. Donc pour son existence même sur la scène internationale, elle doit organiser ce genre d'événements. Mais nous, Africains, qui ne demandons pas quelque chose, ou même si on propose quelque chose, il faut quand même que le résultat soit visible sur le terrain. La Russie nous a promis du blé, la Russie nous a promis des carburants, la Russie nous a promis d'être centrale. Et jusqu'à présent, sur le terrain, c'est des choses quand même que les Maliens entendent voir, que les Maliens espèrent de tout leur cœur que cette Russie peut nous les offrir. Parce que on en a parlé, aujourd'hui si on souffre beaucoup, parce qu'on souffre de l'autosuffisance alimentaire, on souffre de manque d'électricité, tout ça, de carburant. Donc la Russie nous promet tout ça depuis belle lurette. Jusqu'à présent, il n'y a pas de résultats concrets où nos autorités ne communiquent pas là-dessus. S'il y a des résultats concrets, les autorités quand même doivent partager avec la presse, avec la population, pour dire que voilà telle infrastructure, voilà telle entité est née de notre partenariat avec telle. Comme on est en train de voir avec les armes, ça marche bien avec la Russie, parce qu'on injecte de l'argent, parce qu'on y va pour acheter avec nos propres fonds. Donc ça marche. Mais pourquoi quand il y a des forats comme ça, on prend des engagements et sur le terrain... Beaucoup de clarté un petit peu dans la communication. Il faut ici rappeler que cette conférence ministérielle... Russe-Afrique, a vraiment pour travaux, élaboration d'un plan d'action sur la coopération entre la Russie et les pays africains sur le plan commercial, d'investissement économique et sectoriel, entre autres. Moussa, est-ce que vous êtes dans la même lancée que... Oui, vous savez, l'Afrique est devenue quand même la Russie, nous avons des pays occidentaux, parce que comme je l'ai dit, il y a le sommet Afrique-France, le sommet Afrique-Russie, le sommet Afrique-Chine, tout est Afrique. Mais nous ne demandons pas, moi je me dis aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si l'Afrique veut faire un sommet, par exemple, Afrique-Europe, est-ce qu'aujourd'hui ces pays, ces dirigeants européens courront pour venir chez nous ici? C'est la question que je me pose. Aujourd'hui, je pense que les Africains doivent vraiment prendre leur destin en main. Comme vous l'avez dit, le sommet
qui s'est tenu à Pétersbourg où les gens en ont critiqué parce que les gens se disaient pourquoi un sommet qui est à notre nom, il faut que c'est nous qui nous dépassons pour aller. Et pourquoi ils ne viennent pas? Ils viennent parce que, comme Soulo l'a dit, aujourd'hui, la Russie, aujourd'hui, un partenaire sincère, comme il le dit avec le Mali, c'est parce que nous injectons. C'est nos sous. Nous payons, ils nous livrent. Ils ne nous donnent pas ça à crédit. Et mais sur le plan du développement, nous l'avons dit, depuis le début de la crise au Mali, les dirigeants ont montré que le partenaire que le Mali a, c'est la Russie. Sur le plan économique, nous avons vu nos ministres des Transports qui sont partis. On s'attendait quand même à un chemin de fer qui serait relancé jusqu'à preuve du contraire. Zéro. Le ministre de l'Énergie qui vient, qui nous dit dans 3 mois, il y aura une centrale énergétique qui est là, nucléaire énergétique qui va nous fournir de l'énergie à gogo. Elle est restée dans l'océan, elle n'est pas encore arrivée. Après, on nous dit, voilà, vous avez du blé, 540 000 tonnes qui est sous l'océan. Elle est bloquée jusqu'à présent au port de Conakry ou de Dakar, je ne sais pas. Elle n'est pas encore arrivée au Mali. Après, on vient nous dire, bon, dans 3 mois, on va vous proposer des panneaux photovoltaïques qui va au moins quand même et ravitailler quand même l'ensemble du territoire et que la société... comment les Russes vont utiliser ça pendant 10 ans et la 11e année, elle va passer dans la mer du Malien. Et on recense les sites. Après quelques temps, on vient nous dire encore que même les sites, il y a des constructions anarchiques qui ont commencé après la pose du premier pierre. Jusqu'à présent, le résultat zéro. Maintenant, moi je me demande, est-ce que ce partenariat-là, il n'est pas temps que nos dirigeants voient avec la Russie, c'est-à-dire de faire des partenariats sur les questions qui concernent la sécurité, c'est des questions de défense et de sécurité. Maintenant, tout ce qui est question de développement, là, de se retourner vers d'autres pays qui peuvent vraiment, sincèrement nous aider. Parce que quand vous prenez les collaborations avec la Chine, aujourd'hui, le 3e pont, elle a été offert au Mali par la Chine. Ça, c'est dans la coopération. Ouais. Ça, c'est visible. L'hôpital du Mali. Ça, c'est la Chine. Là où la ministre des Transports là, est là au Mamadina, là où elle était, le centre de formation sur la route, ça c'est la Chine. Ça, ce sont des coopérations qui sont visibles. Mais sortons des discours. Il ne faut pas que ces pays occidentaux là attirent les dirigeants africains pour se faire la pub gratuite, en fait. Parce qu'on nous promet non seulement... Donc ça veut dire qu'ici, vous quelque part, vous confirmez ces spécialistes qui pensent que ce forum est plus... c'est plus bénéfique pour la Russie, pour la Russie, qui veut s'installer parce qu'ils font des propositions, ils font des promesses. Donc à un moment, c'est d'essayer de conquérir là où ils n'étaient pas, parce que aujourd'hui, pour la Russie aussi, parce que il faut se dire, comme Soulo l'a dit, nous sommes dans un monde où maintenant c'est la géopolitique qui domine. Parce qu'aujourd'hui, les Russes ont compris aujourd'hui que la survie de l'Europe se trouve en Afrique, et surtout dans l'Afrique de l'Ouest où nous sommes colonisés par la France. Maintenant, dans cette guerre où aujourd'hui la France, l'OTAN aujourd'hui soutient l'Ukraine, maintenant qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour affaiblir la France sans pourtant attaquer la France directement? C'est de s'attaquer à ces colonies. Donc quand vous avez les colonies de la France avec vous, mais la France elle est morte de sa belle mort. Donc ce sont des guerres qui se mènent. Donc maintenant, comment faire aussi maintenant pour convaincre maintenant ces colonies-là à aller vers la Russie? Donc ce sont ces gens de fora-là qu'il faut aller et proposer. Maintenant, est-ce que la Russie aujourd'hui elle-même, elle est apte aujourd'hui, elle est prompte aujourd'hui à nous aider dans notre propre développement? C'est là où la question se pose. Parce qu'avec tous ces partenaires, toutes ces années de partenariat, jusqu'à Soulo l'a dit, à part les armements, montrez-moi un seul secteur où... Ils sont les plus flagrants. Après l'armement, mais l'armement aussi, il l'a dit, on le paye. La Russie ne le fournit pas. On part, on propose, on paye, il nous fournit les armements qu'on en a besoin. Différemment de l'OTAN peut-être qui met des conditions à réarmer peut-être d'autres pays. Mais la Russie, vous avez votre argent, on vous livre. Donc c'est pour cela que je dis, il faut que maintenant nous essayons de voir si les questions de développement, par exemple sur l'agriculture, quel pays nous pouvons faire comme modèle aujourd'hui dans un partenariat où le Mali peut signer des partenaires avec ces pays-là, envoyer des jeunes aujourd'hui, de l'hyper aujourd'hui qui sont là, qui étudient dans l'agriculture, les envoyer là-bas pour qu'ils puissent étudier, apprendre les techniques et venir et l'imposer aujourd'hui au Mali pour que sur le plan agriculture, comme on l'a dit, l'autosuffisance alimentaire, nous puissions la convaincre. Sur le plan des technologies, quel est ce pays aujourd'hui qui est en avance sur les points technologiques où on peut envoyer nos jeunes aujourd'hui aller étudier et les ramener ici pour que nous puissions en bénéficier. Sinon, je pense que... Ça se fait quand même, oui, ça il ne faut pas le dire, mais c'est assez c'est minime, c'est ce que je dis. Donc maintenant, est-ce que sur ces forums-là,
comme Soulo l'a dit, moi j'aurais voulu que aujourd'hui que nos ministres quand même évaluent d'abord et les résultats quand même de cette première forum qui s'est tenu d'abord en Russie. Quelles ont été les retombées? Qu'est-ce que l'Afrique a bénéficié après ce forum-là? Quelles sont les attentes? Concrètement, qu'on les mette sur la table et maintenant qu'on discute à égal. Qu'est-ce que concrètement vous pouvez nous faire? Parce que, à faute de promettre, parce que quand vous promettez quelque chose, lors d'un forum que les peuples entendent, les peuples aspirent, attendent quand même que cette promesse-là soit concrétisée sur le terrain. Et donc, je pense qu'il est temps que vraiment nos dirigeants, là, au lieu de prendre des avions, aller s'asseoir dans des forums, prendre des per diem, dormir là-bas et puis revenir faire 1 année, 2 ans encore à retourner sur ces forums. Et quand vous verrez encore presque, ce sont ces mêmes questions-là encore qui reviennent sur la table, alors que nous devons avancer. D'accord, merci beaucoup Moussa pour ce sujet. On va aller tout de suite à le risque que le temps nous fasse défaut. Journée internationale des migrants déroulée ici à Bamako du 16 au 19 décembre, voilà. Organisée par le ministre de tutelle, le ministre des Maliens établi à l'extérieur. On voit quand même un ministère qui est en charge de pas mal de choses, journée... État généraux de la migration, ensuite forum de la migration, et maintenant la migration est quand même mise en avant. Mais quelque part, la question qu'on doit se poser, c'est quel retour, quel bénéfice, quel apport, quelle contribution durable pour le pays. Effectivement, vous l'avez dit, au même moment, le Mali a quand même accueilli 150 migrants venant de l'Algérie, de Tunisie, qui étaient calés à Niamey. Et c'est dans la même période que le ministre a reçu ces migrants en provenance de Niamey. Donc, oui, vous l'avez dit, le ministère quand même est en train de mouiller les maillots pour mettre les migrants dans leurs conditions, dans des conditions optimales pour pouvoir représenter valablement le pays et apporter. Quand même, n'oubliez pas quand même que les migrants contribuent énormément à l'économie du Mali avec des envois monétaires qu'ils font. Par exemple, la région comme la région de Caille vit presque exclusivement de ces migrants. Donc aujourd'hui, avec ces différentes activités du ministère, c'est bien de les mettre en avant. Mais comme vous l'avez dit, quel est le retour on en a? Et si les migrants disent, oui, on n'a pas nos cartes biométriques, oui, on n'a pas, pour avoir nos passeports ou des cartes consulaires, c'est compliqué. Chaque fois, on voit sur les réseaux sociaux, ils font des sittings souvent, par-ci, par-là, pour rentrer en possession ou même pour corriger des erreurs sur leur papier. Donc, quand on voit tout ça, on se dit quand même que, oui, pour un pays où la migration, c'est quand même une tradition au Mali. Les Maliens aiment beaucoup voyager, aiment beaucoup aller chercher. Donc, on ne doit pas quand même les laisser pour compte. Et comme vous l'avez dit, quand même, toutes ces activités, les deux sont nationaux. Les États généraux et le forum sont des activités nationales organisées par le Mali. Maintenant, la journée internationale de la migration qui est instituée par les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, en 2000, donc vise quand même à respecter, à promouvoir les droits et libertés des migrants dans des pays d'accueil. Aujourd'hui, le Mali a pris comme thème migration et promotion culturelle. Donc ça en dit long, parce que quand un migrant quitte le Mali, un Malien quitte Mali pour aller en Côte d'Ivoire, aller en Chine ou au Japon, il part avec la culture malienne. Donc qu'est-ce qu'il fait pour que ces pays-là... Une anecdote, par exemple, moi, quand on partait pour Addis Abeba en 2020-2021, je crois, et quand on est arrivé là-bas, quand j'ai dit je suis malien seulement, on ne m'a même pas fouillé à l'aéroport. Je suis passé. Alors que j'étais avec d'autres nationalités qui ont tous été complètement fouillés. Donc ça, c'est d'aller avec sa culture, son éducation, parce qu'on avait quand même d'antan ce nom, et après on nous a appris que oui, les Maliens donnaient tellement de papiers à des Congolais, à des Togolais, à des autres nationalités que quand on les attrape, on voit le papier malien, et ça avait tendance à ternir l'image du Mali. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit comme garde-fou, par exemple la mise en place des cartes biométriques et tout ça, ça quand même, ça protège l'identité malienne, ça protège
comment l'image du pays, l'image des migrants maliens, pour que dans les pays d'accueil, qu'on laisse une bonne image et qu'on représente valablement. Parce que, comme on le dit, chacun est ambassadeur de son pays. Où que vous vous trouvez, vous êtes ambassadeur du Mali. Donc, ces activités, maintenant, est-ce que les migrants sont quand même à l'aise avec l'accompagnement de l'État dans tout ce qu'ils trouvent? Est-ce que, mais comme j'ai dit, ils ont accueilli 150 migrants, ce qui veut dire que l'État aussi est en train de jouer le jeu, parce que quand même c'est un avion affrété par l'État malien qui les a amenés. Donc est-ce que quand ils sont dans des situations, l'État ne les oublie pas? C'est aussi ça le rôle du ministère. Donc quand on voit ces forats et tout, ce sont des migrants, comme vous l'avez dit en offre, ce sont des migrants qui viennent quand même exposer leurs problèmes lors de ces activités comme ça. Donc je crois que le ministre en l'occurrence Akmosa, il est en train de faire un travail remarquable à ce niveau pour nous qui sommes ici à l'intérieur. Donc comme j'ai dit, nous on a des retours souvent des migrants qui disent pour avoir des papiers, pour avoir ceci, cela, il y a vraiment des contraintes. D'accord. Donc il faut que ces migrants arrivent à quand même vous êtes suivis quand même par la diaspora et vous avez beaucoup plus d'infos que moi sur ce sujet. Donc voilà, c'est ça que je peux dire sur ce sujet. Merci beaucoup Soulo. Vous l'avez dit, le droit des migrants, on va parler ici en l'occurrence des migrants maliens, leurs droits, leur prise en charge sur plusieurs plans et tout. Et il faut aussi le rappeler ici sur ce plateau que les migrants ils contribuent à hauteur de 700 milliards. Voilà une contribution de 2% sur le PIB malien. Surtout en 2023. Ils ont contribué à hauteur de 700 milliards, moins de 1,15 milliard de dollars américains, ce qui fait à peu près de 5% du PIB. Oui, c'est énorme. 5% du PIB. Pour ça, les derniers chiffres. Pour les derniers chiffres en 2023, oui. Donc, quand vous voyez l'histoire des migrants, surtout, nous savons qu'au Mali, la plupart des familles vivent quand même des dons de ces migrants-là. Soulo vient de le dire. Aujourd'hui, quand vous prenez Caille, aujourd'hui, les routes, les hôpitaux, les écoles, ce sont des migrants aujourd'hui. C'est vrai, on dit l'or brille à Caille, mais les Caïsiens ne bénéficient pas vraiment des bénéfices de ce tort-là. Mais, par contre, ce sont les migrants qui sont à l'extérieur qui les envoient. Donc, tout ce qui est comme projet de développement dans ce secteur-là, ce sont les migrants. Et vous venez de le dire, le fora dont nous avions eu affaire ici, Soulo l'a dit, c'est un des forats nationaux qui pouvaient, quand même, c'était des documents qui pouvaient permettre à l'État vraiment de pouvoir prendre la question migratoire en charge. Comment vraiment faire en sorte que ces migrants puissent être à l'aise dans leur pays d'accueil. Et surtout, Soulo vient de le dire, quand vous prenez cette année, le thème national dont nous avons pris colle parfaitement, puisque le président de la transition et chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a décrété cette année comme une année de culture. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la culture elle est mise en avant sur tout ce qui se fait aujourd'hui, dans toutes les activités du gouvernement. Donc la culture elle est mise en avance. Et quand vous prenez aujourd'hui cette culture, oui, parce que la culture malienne, sous le bien de chaque migrant est un ambassadeur, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout récemment, nous avons vu, quand vous partez à Paris, il y a des rues Fantani Touré, il y a des rues Ganda Fatiga, il y a des rues Alfarka Touré. Donc ce sont des ambassadeurs. Voilà, Dibi. Donc tout ça, c'est la culture malienne. Ce sont des hommes qui ont rayonné la culture au-delà même du Mali. Donc ça veut dire que la culture, elle est porteuse vraiment de l'image et tout. Nous avons vu, même dans les périodes les plus difficiles, Sidiki Diabaté en a fait ainsi. Donc ça veut dire que la culture, elle a une portée. Donc maintenant, comment la concrétiser? Puisque nous voyons qu'aujourd'hui, le pays, nous avons l'habitude de le dire sur le plateau, même lors des embargos aussi, vous voyez que le Mali a pu tenir, c'est parce que nous avons des immigrés qui sont derrière, qui apporter de l'argent. Même pour contourner vraiment ces transactions-là, nous avons un système ici que nous savons entre nous. Tu n'as pas besoin. Ton parent est en France, il veut t'envoyer de l'argent. Il voit peut-être un maraca là-bas, il est remet. Il t'appelle, tu pars chez quelqu'un d'autre, tu récupères l'argent. Bon, c'est comme ça. Donc le Mali ne vit que de ça. Maintenant, comment faire pour concrétiser ça? C'est ce que le gouvernement doit s'atteler. C'est pour cela que vous avez... Il y a eu évidemment cette discussion, oui, notamment depuis le temps de ATT. C'est ce que j'arrivais. Quand ATT a été contraint de signer la réduction des migrants, il
il avait refusé en ce temps. Parce qu'il a montré que l'immigration choisie. Il dit que non, il ne va pas le faire parce qu'il sait l'apport que ces migrants ont sur l'économie du Mali. Et ça avait même suscité des bruits. Après, ça c'était le temps de Ibeka, avec le ministre Habib Silla qui était revenu ici avec un Malien Meloté, qui a ressuscité beaucoup d'indignation jusqu'à ce que le ministre Diop est sorti pour se justifier, pour dire qu'il n'a pas signé cette truc de réadmission-là. Donc ça veut dire que le Mali est un pays d'immigrants et d'immigrés. Donc maintenant c'est au gouvernement de voir maintenant comment essayer de régulariser vraiment cette immigration-là pour le bonheur du peuple malien. Et surtout dans un contexte où nous savons, dans un contexte dans lequel le pays est en train de faire, et puis surtout le rapatriement, puisque vous l'avez dit, le gouvernement malien ne le fait pas seul, il le fait avec l'organisation OIM, je crois, qui accompagne le Mali quand même vraiment dans cette démarche, et même qui va au-delà de là pour les migrants qui veulent rentrer, comment faciliter leur retour au pays. Je pense que le siège même se trouve aujourd'hui maintenant vers la cité UNICEF, au siège du Haut Conseil des Maliens établis à l'extérieur. Donc c'est là-bas que ces migrants sont accueillis et puis accompagnés jusqu'à arriver chez eux. Donc je pense que c'est une opportunité où l'État doit vraiment saisir maintenant, voir vraiment comment accompagner nos jeunes migrants quand même dans la régularité pour que vraiment ils ne puissent pas emprunter le désert comme nous l'avons l'habitude de le dire. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, nous sommes à la fin de notre entretien du jour. Entretien brut. On a... Peut-être une minute, hein. Comment? Rapidement, vous avez très bien de faire prendre ces thèmes parce que vous êtes, comme je l'ai dit, une télé de la diaspora, et aujourd'hui, en regardant cette émission, ils seront très contents qu'au Mali, il y a des journalistes, il y a des médias qui se soucient de leur sort, qui prennent leur sort à bras le corps et qui débattent sur ces thèmes. Et voilà, bravo à vous. Padim aussi était un immigré du Canada vers le Mali. Donc il est obligé une ancienne. Padim était un immigré du Canada et est un immigré du Canada au Mali. Je suis totalement nationale. C'est vrai que je suis une enfant de la diaspora, une enfant née hors donc de une lutte noble. Mais aujourd'hui totalement nationale, voilà. Et encore une fois, comme Soulo, comme Moussa l'a dit, on a un clin d'œil, hein, on a une observation constante pour cette diaspora-là. Leurs préoccupations nous intéressent aussi sur ce plateau d'entretien brut, comme toutes les autres préoccupations. Voilà, qui concerne d'une part ou d'une autre les Maliens. C'est ce qu'on voit par-dessus tout. Messieurs, merci beaucoup pour votre disponibilité et ce décryptage sur ce plateau. Moussa, on s'est dit à la prochaine. On va encore balader nos caméras pour voir les sujets avant de avant de se retrouver ici. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, vous êtes à saluer. Parce qu'aujourd'hui, pour tenir une émission chaque jeudi et pour le bonheur des téléspectateurs, ce n'est pas du tout facile parce que nous-mêmes nous animons des émissions, mais vu le contexte, ça nous fait déjà des mois où nous n'animons pas. Mon frère Soulo qui est là, chaque vendredi qui anime une émission qui fait des mêmes, je ne sais pas, son plateau lui aussi, il en a abandonné en plein vol parce qu'aujourd'hui traiter les sujets devient compliqué. Donc, mais cela ne tient et vous tenez le flambeau pour que chaque jeudi vos téléspectateurs puissent vous retrouver sur l'écran. Donc c'est à saluer et surtout je fais un clin d'œil encore à le Maïga qui est là, qui sans lui nous ne serons pas visibles. Apparemment les Maïgas sont tellement, un Maïga part, un Maïga vient, comme j'ai l'habitude de le dire, le père part, le fils vient. Merci beaucoup Moussa. Et le Maïga tient encore la résidence. Merci. Soulo, on s'est dit à la prochaine aussi. Hein. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et c'est un plaisir de venir partager les sujets d'actualité ici avec vous, avec les Maliens de la diaspora, les Maliens de l'intérieur et surtout les Maliens du pays d'Ogon. C'est un plaisir surtout pour moi, téléspectateurs de Mandé TV. Voilà, nous sommes à la fin de notre entretien du brut du jour. Voilà, restez toujours sur les ondes de Mandé TV. Allez-y également sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV Reflet du Mali pour voir et revoir cette émission et les émissions passées. Voilà. Et je salue la régie qui assure cet enregistrement. Et encore coucou à la diaspora qui nous regarde par le monde. On vous salue depuis votre position. On se dit à la prochaine pour un autre entretien sur ce même plateau, même jour, même heure. Au revoir.